ça, c'est Triton, un ordinateur de vol que j'ai entièrement conçu pour ma prochaine fusée à eau. Il embarque un baromètre, une centrale inertielle, une caméra et un servomoteur pour le déploiement du parachute. Grâce à tous ces capteurs, il peut détecter automatiquement le décollage, l'apogée et l'atterrissage de la fusée. En plus, il enregistre des données 40 fois par seconde sur une carte SD et grâce à la caméra, il peut prendre des vidéos des vols. Et tout ça regroupé dans un seul paquet. Mais d'abord, je devais sélectionner les composants que j'allais utiliser. Comme microcontrôleur, j'ai choisi le Arduino Xiao ESP32S3 Sense. C'est une toute petite carte qui embarque plein de fonctionnalités, mais moi je l'ai surtout choisi parce qu'on peut monter cette carte d'expansion par-dessus, comme ça. Et ça permet de rajouter une carte micro SD, mais aussi et surtout une petite caméra pour enregistrer des vidéos et prendre des photos. Et ça c'est incroyable. Si on prête plus attention à la carte d'expansion, ici en fait il y a un microphone, donc il y a la possibilité d'enregistrer l'audio. Prochain composant, on a le MPU 6050. Il s'agit d'une petite centrale inertielle à 6 axes, donc qui regroupe l'accéléromètre et le gyroscope. À partir de l'accélération, on peut détecter automatiquement les décollages. En plus, le gyroscope permet de connaître l'orientation de la fusée. Ensuite, voici le baromètre intégré à l'ordinateur de bord, le BMP 280. Grâce à ça, on pourra mesurer la pression atmosphérique et on pourra en déduire l'altitude de la fusée. Il y a aussi un thermomètre intégré pour mesurer la température de l'air. Ensuite, voici le servomoteur qui sera chargé de déployer le parachute. Donc, comme il s'agit d'une fusée à eau, il n'y aura pas de charge explosive pour l'éjection du parachute. À la place, ce sera un élastique accroché au servomoteur qui pourra être déclenché. Pour nous aider à savoir si l'ordinateur de bord fonctionne correctement, j'ai ajouté un buzzer passif qui va biper pour donner des informations. Le tout sera alimenté par une batterie lithium polymère de 7,4 volts. Seul problème, le servomoteur fonctionne en 5 volts et l'ESP32 fonctionne en 3,3 volts. Alors je vais utiliser un régulateur de tension linéaire pour ramener le voltage de la batterie à 5 volts. Voilà, alors j'ai relié les capteurs à l'ESP32 ainsi que le buzzer pour pouvoir tester si tout fonctionne bien au niveau du code pour pouvoir bien recevoir les informations des capteurs. J'ai aussi testé l'enregistrement de vidéos et puis l'écriture sur la carte SD. Et après vérification, tout fonctionne parfaitement. Ensuite, j'ai utilisé le logiciel gratuit EasyEDA pour créer le schéma électrique de l'ordinateur de bord. Donc j'ai divisé le schéma en 4 parties. Tout en haut, on a la partie alimentation. Ça, c'est le terminal sur lequel on va venir brancher la batterie, qui va à un interrupteur pour allumer et éteindre l'ordinateur. On a une diode Schottky qui empêche le courant de passer dans l'autre sens si on branche le port USB de l'ESP32. Et à droite, on a justement le régulateur de tension pour ramener le voltage de la batterie à un 5 volts stable qui va alimenter tout le reste des composants. Et ce régulateur de tension a besoin de 2 condensateurs, donc je les ai connectés comme dans le schéma sur la fiche technique du régulateur. Et ça va diviser les volts pour ramener le 8,4 volts à 3,3 volts. Et ça c'est connecté à une des entrées du microcontrôleur pour pouvoir lire la tension de la batterie et donc savoir si elle est assez chargée ou pas avant de procéder au décollage. En dessous on a le microcontrôleur, donc le Arduino Xiao ESP32S3. Donc le 5 volts du régulateur de tension va juste ici et à l'intérieur de l'ESP32 il y a un autre régulateur de tension qui le convertit en 3,3 volts. Ensuite en dessous les 3,3 volts on les utilise pour alimenter les 2 capteurs, donc le MPU 6050 et le BMP 280. Eux ils sont reliés au microcontrôleur avec 2 câbles, donc c'est le protocole I2C. Et enfin on a tous les actionneurs, donc le buzzer, le servomoteur et au milieu j'ai rajouté une LED RGB. C'est une LED RGB adressable qui nécessite une seule pin du microcontrôleur pour fonctionner, donc ça c'est parfait. La LED en fait ça va être un autre indicateur que tout fonctionne. Donc on aura un indicateur visuel avec la LED et sonore avec le buzzer. Maintenant il faut convertir ce schéma en un PCB pour pouvoir le faire produire. Après avoir passé beaucoup trop de temps à essayer de trouver une disposition des composants qui me plaisaient, j'ai abouti à ce résultat. Je voulais que le microcontrôleur soit au centre de tout, et puis là à droite on a tous les composants qui s'occupent de l'alimentation. Donc j'ai rajouté le nom du projet dans une typographie qui me plaisait, et puis j'ai trouvé des dessins de vagues et d'étoiles, les vagues qui rappellent l'eau de la fusée à eau, et puis les étoiles c'est ce que j'essaye d'atteindre. Ensuite il était temps de tracer toutes les connexions. Voilà, alors c'est mon tout premier PCB, donc je vous demande d'être indulgent. J'ai essayé de suivre tous les conseils que j'ai pu trouver sur internet, et puis franchement je suis assez fier du résultat.
Je peux générer un aperçu du PCB, alors il sera en noir, en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions. Et ça c'est juste vraiment cool. Donc on peut voir à quoi il va ressembler avec tous les composants. Et bien évidemment, j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube. Franchement, je trouve que je me suis assez bien débrouillé. Maintenant, plus qu'à le commander pour le faire produire. 2 semaines plus tard, j'ai reçu 5 PCB devant chez moi. Ça fait un peu bizarre d'enfin voir ce que ça donne dans la vraie vie, mais je suis trop content. La qualité est nickel. Alors je me suis mis à souder mes composants sur la carte, en commençant par la diode, et je me suis très vite rendu compte que ça allait être beaucoup moins évident que ce que je pensais. Alors je sais pas trop si c'est parce que mon fer était pas assez chaud, ou bien peut-être qu'il manquait de flux, ou peut-être une combinaison de tout ça, mais j'avais vraiment du mal. À la fin j'y suis arrivé, et j'ai bien vérifié avec mon multimètre que ça fonctionnait correctement. Puis je me suis attaqué au condensateur, et là j'ai eu encore plus de mal. En fait l'erreur que j'ai faite c'était d'étamer les 2 pads à la fois avant de souder le condensateur dessus. Ce que j'aurais dû faire c'est étamer un seul pad, souder un côté du condensateur, puis souder l'autre. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai juste éteint la caméra, et quand je l'ai rallumé, comme par magie, toute la partie alimentation du circuit était en place. Alors j'ai pu souder tout le reste des composants. Maintenant je vais vérifier que toutes les connexions sont bien faites et qu'il n'y a pas de court-circuit. Donc, ok. Parfait. Je pense que je vais essayer d'allumer l'ordinateur. Et puis le positif. Normalement, c'est bon. Ça tient si on tire dessus. Bien sûr, ce connecteur est beaucoup trop long. Je vais le raccourcir dans la version finale. Et pour l'instant, c'est assez pour tester. Donc ça prend une batterie lithium polymère 2 cellules, donc 7,4 volts. J'ai pris une capacité de 450 mAh, ce qui devrait être assez pour alimenter l'ordinateur pendant plusieurs heures. Donc je vais tout simplement brancher la batterie. Voilà. Là, l'interrupteur est en position éteinte, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Mais normalement, si je baisse l'interrupteur, tout devrait s'allumer. Pourquoi il se passe rien? Alors, c'est là où on prend le multimètre. Bon, je viens de passer les 30 dernières minutes à chercher d'où venait le problème, avant de me rendre compte que la batterie, je l'avais connectée dans le mauvais sens, tout simplement. Voilà, il y a sûrement des gens qui regardent la vidéo qui l'avaient remarqué, et vous êtes meilleurs que moi. Bref, donc finalement, c'est facile, hein. Plus en haut, moins en bas. Voilà. On revise tout ça. C'est vraiment les erreurs les plus bêtes qui me font perdre du temps. Voilà, tout simplement. On branche ça comme ça. Et cette fois, si je l'allume, voilà. Il démarre sans aucun problème. Bref, faites pas la même erreur que moi. Et puis, moi je suis trop content parce que mon ordinateur, il marche parfaitement. Bon, maintenant il me reste juste à finir de développer le logiciel. Alors voilà le code de l'ordinateur de bord. J'utilise toutes ces librairies pour gérer les différents capteurs et actionneurs. Si on descend, ici on a la configuration, donc tous les paramètres qu'on peut changer sur l'ordinateur. Donc ça va créer un fichier de configuration sur la carte SD. Hop. Ensuite on a l'initialisation de tous les composants, on calibre la centrale inertiale, puis on est prêt à détecter le décollage. La détection du décollage passe par l'accélération, donc on mesure l'accélération dans l'axe vertical, en fait on fait la moyenne des 10 dernières accélérations, et puis on compare l'accélération verticale à la valeur définie dans la configuration. Par défaut, c'est 1,5 G. Une fois le décollage détecté, on entre dans la boucle principale du code. Alors dans cette boucle qui va être exécutée en moyenne 40 fois par seconde, on commence par collecter toutes les données des capteurs, on fait des calculs. Ensuite, tant que l'apogée n'a pas encore été atteinte, on va essayer de la détecter. Alors ça se fait avec l'altitude mesurée par le baromètre. On fait la moyenne des 10 dernières altitudes, et puis on tient compte de l'altitude la plus haute jamais atteinte.
Si la différence entre l'altitude la plus haute et l'altitude actuelle est plus grande que la valeur configurée, ça veut dire que la fusée est en train de tomber. Par défaut, la valeur c'est 1 mètre, donc en vérité on mesure pas exactement le moment où la fusée est à son apogée, mais plutôt 1 mètre plus bas. C'est la même logique que j'avais utilisée dans mon ancienne fusée, et puis ça avait l'air de plutôt bien marcher. Alors je garde ce système-là. Dès que l'apogée est détectée, on déploie le parachute en rétractant le bras du servomoteur. Juste en dessous, on a la détection de l'atterrissage. Parce que oui, il faut bien savoir quand est-ce qu'on arrête d'enregistrer des données. Alors pour ça, en fait, on calcule la vitesse de déplacement de la fusée grâce à son altitude mesurée par le baromètre. Donc pour détecter que la fusée est bien immobile, il faut que sa vitesse reste en dessous du seuil configuré, c'est-à-dire par défaut 0,5 mètres par seconde, et ce pendant 5 secondes consécutives. Si la fusée est immobile, ça veut dire qu'elle a atterri, donc on arrête la vidéo et on enregistre un fichier avec toutes les statistiques du vol. Plus bas dans la boucle, c'est là où on écrit sur la carte SD toutes les données de log. Le code est divisé en plusieurs fichiers. Le fichier Arduino principal, c'est celui-ci, avec quasiment tout sauf la vidéo. La vidéo, elle est gérée par ces 3 fichiers-là. Et en fait, toute la partie vidéo du code, je l'ai piqué de ce projet-là, ESP32CAM MJPEG 2SD. Donc merci beaucoup à cette personne-là, S60SC, pour son travail. En fait, c'est une application super cool et super complexe qui permet de streamer la vidéo de l'ESP32 sur un serveur web. Il y a plein de fonctionnalités comme la détection de mouvements, faire des timelapses. Bref, c'est vraiment poussé, mais moi j'avais juste besoin de la partie du code qui enregistre des vidéos sur une carte SD. Au début, j'y comprenais absolument rien, mais à force de passer des soirées entières à essayer de déchiffrer et décortiquer le code ligne par ligne, je peux affirmer que j'y vois un peu plus clair qu'avant, mais les détails comme comment le fichier AVI fonctionne me sont toujours inconnus. J'ai réussi à garder uniquement les fonctionnalités dont j'avais besoin, en virant plein de trucs fonction par fonction. Quelque part dans ce processus, je sais pas trop comment ni pourquoi, mais l'audio a tout simplement cessé de fonctionner. Donc j'ai essayé de revenir sur mes pas, mais j'ai jamais réussi à ravoir de l'audio. Donc j'ai dû accepter que dans mes vidéos il n'y aurait pas de son, mais de toute façon ce qui est intéressant ce sont les images. Si on regarde le contenu de la carte SD, on va voir deux choses. Tout d'abord, le fichier de configuration dont je parlais plus tôt. Il contient tout un tas de paramètres qu'on peut modifier si on le souhaite, qui vont déterminer comment fonctionne l'ordinateur de bord. Et puis on a un dossier de vol, flight numéro 1. S'il y avait eu un deuxième vol, il y aurait eu un deuxième dossier, flight numéro 2. À l'intérieur, on retrouve 3 fichiers différents. Un fichier vidéo, un fichier flight.csv et un fichier flightlogs.csv. Dans ce fichier, on a les statistiques du vol, on peut l'ouvrir avec Excel, et ça nous donne des données sur le vol, comme la hauteur, la vitesse, l'accélération, et plein d'autres données intéressantes. Et le fichier de log, il ressemble à ça. Ça, c'est les données des capteurs qui ont été enregistrées 40 fois par seconde pendant toute la durée du vol. Ça fait beaucoup de chiffres. Et ces données, on peut les visualiser avec des graphiques pour pouvoir les analyser, et ça permet de voir en détail comment la fusée s'est comportée dans les airs. Comme ça, si par exemple un des vols a eu un problème, on peut analyser les données pour pouvoir y voir plus clair et essayer de trouver la source du problème. Donc c'est super intéressant et super pratique. Donc voilà, on a fait le tour du logiciel de Triton. Il y a quand même plus de 700 lignes de code que j'ai écrites, puis le reste c'est la vidéo. Je laisserai bien sûr le lien GitHub du projet dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour monter le PCB dans la fusée, il me fallait des supports. Alors j'ai modélisé en 3D 2 anneaux avec des trous pour pouvoir visser le PCB dessus. Puis j'ai importé les fichiers dans le slicer de mon imprimante 3D. Ici on peut voir les trous sur les côtés pour mettre les vis qui vont fixer les supports à la fusée. Et ça part sur l'imprimante. Et oui, le budget augmente. Récemment j'ai acheté une Bambu Lab A1 mini et elle fonctionne à merveille, donc je vais probablement utiliser l'impression 3D dans plus de mes projets. Voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé. Maintenant plus qu'à brancher le servomoteur. Et quand on allume l'ordinateur, le bras se rétracte. Donc maintenant on va simuler un décollage. Si on fait une accélération vers le haut, comme ça. Là on est dans les airs. Donc on monte, on monte, on monte. Ensuite la fusée redescend et regardez le servomoteur. Hop, le bras se déploie pour déployer le parachute.
Et puis l'ordinateur va détecter l'atterrissage. Maintenant ça bip pour indiquer l'altitude du vol. C'est magnifique, tout marche parfaitement. Maintenant plus qu'à coller le servomoteur au support. Et puis on est bon, Triton est prêt à être intégré à une vraie fusée. Si vous voulez voir Triton dans les airs, je ferai une vidéo consacrée à la construction de la fusée, donc abonnez-vous à la chaîne pour pas louper ça. La vidéo devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant c'était tout pour moi, donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Maël, salut!